Salut, j'espère que ça va en pleine accélération des événements. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Je vais essayer de décrire l'actualité pour voir, pour comprendre et pour expliquer ce qu'il y a d'inactuel derrière l'actuel et qui permet de l'expliquer et d'en comprendre le sens. Ce qu'il se passe en Ukraine, c'est ni plus ni moins que la fin du nouvel ordre mondial. Bon, ce n'est pas une invasion, hein. L'actuelle guerre de la Russie en Ukraine commençait il y a quelques jours, hein. Nous sommes le 2 mars aujourd'hui, mais l'opération militaire russe en Ukraine euh, a été appelée ainsi, hein, présentée ainsi par le président russe, hein, Vladimir Poutine, qui a eu aussi la politesse, hein, il aurait pu aller jusqu'à appeler ça une simple opération de police. Puisque ça se passe aux portes de la Russie, que l'Ukraine est le foyer, le berceau historique et culturel de la Russie, que la steppe ukrainienne a longtemps été habitée par les Goths, les Mèdes, les Sarmates, les Scythes, bon, qui sont les descendants, les ancêtres des Russes actuels, hein. Pas seulement, mais ce sont ces peuples-là qui ont été unis, pour le coup, après la fondation du royaume de Kiev par les Varegs au Xe siècle, par Vladimir de Kiev, qui a utilisé la foi chrétienne pour rassembler, réunir toutes les populations jadis païennes, donc scythiques, gothiques, médiques, qui vivaient en Ukraine. Et l'État ukrainien actuel n'est pas vraiment un État digne de ce nom, ce qui explique aussi que nous n'avons pas affaire à une guerre au sens habituel, hein, d'un conflit armé entre deux États souverains avec des armées régulières. C'est pas le cas. Il n'y a pas d'État en Ukraine, il y a juste une espèce de mascarade avec des marionnettes pitoyables dont les ficelles sont tirées par l'OTAN et puis l'État profond occidental, toutes les forces mondialistes. Donc voilà, ce sont les mêmes qui manipulent les mêmes pantins dans les gouvernements d'Occident, hein. L'Ukraine n'est pas plus un pays que la France, pas pour la même raison, mais, mais la France n'a plus la souveraineté et l'indépendance d'un État digne de ce nom. Donc c'est aussi pour corriger cela que les Russes interviennent en Ukraine. Et ce faisant, ce qui est quand même impressionnant, c'est que pour le coup, ils sont en train de... Voilà, c'est là où se situe pour le coup, enfin, de manière stratégique mais aussi symbolique, le cœur de leur victoire. Et même d'une victoire qui ressemble de plus en plus à un triomphe. On n'en est pas encore là, mais ça en prend le chemin, puisque Poutine est en train de baiser les Occidentaux sur leur propre terrain. Il est en train de leur mettre le nez dans leur propre merde, en faisant ce que les Occidentaux ont toujours dit, en faisant toujours le contraire. C'est-à-dire, quel est le terrain des Occidentaux sur lequel Poutine est en train de les baiser? C'est le terrain du droit, c'est le terrain de la justice, c'est le terrain des valeurs démocratiques fondamentales, c'est le respect de la charte des Nations Unies, qui consacre la souveraineté de l'individu et le respect de l'individu comme une des priorités de n'importe quelle politique et géopolitique digne de ce nom. Ce que les Occidentaux n'ont jamais fait et que Poutine est en train de faire. Depuis, il y a un tournant sur lequel on reviendra, qui s'est opéré en 99 en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie. Mais les Occidentaux, qui sont les seuls à toujours avoir parlé de guerre juste, de guerre humanitaire, de guerre d'ingérence propre et destinée à protéger des vies plutôt qu'à en détruire, ils ont toujours fait l'inverse. Ils ont toujours fait l'inverse, alors que Poutine, lui, est effectivement en train de faire une véritable intervention d'ingérence humanitaire en Ukraine, qui consiste à libérer un peuple qui est opprimé par son propre État, par son propre gouvernement, au point que dans le Donbass, cela fait 8 ans, depuis les accords de Minsk, qui n'ont jamais été appliqués par les Ukrainiens, ni même respectés par les partenaires de l'Ukraine, que sont, je sais pas, l'Allemagne, la France, on s'en fout. Mais enfin, depuis 8 ans, le gouvernement ukrainien bombarde son propre peuple dans le Donbass. Il y a eu 13 à 14 000 morts depuis. Donc ce que fait Poutine, c'est en fait d'empêcher ce massacre et d'arrêter ces horreurs, qui voit cet état de chiens et de mafieux occidentaux massacrer son propre peuple.
Hein, il y a une journaliste qui s'appelle Bonnel, je crois, qui a sorti ça sur le plateau de Pascal Pro sur une chaîne d'infos. Oui, oui, c'est l'État ukrainien qui massacre la population du Donbass, 13 000 morts depuis 8 ans. Ah bon? Quoi? Le mec sait plus où il habite, c'est suspendu. Donc c'est affligeant, hein, c'est aberrant, mais enfin, ça montre qu'effectivement la victoire de Poutine, en bon judoka, hein, parce que, il est ceinture noire de judo, hein, faudrait pas trop l'oublier non plus. Dans le judo, le principe consiste à utiliser la force de l'adversaire pour la retourner contre lui. Mais qu'est-ce que Poutine est en train de faire? De retourner la principale force occidentale, qui n'est pas la force militaire, hein, parce que l'infériorité militaire technologique des Occidentaux est décisive et définitive. Il n'y a pas de, y a pas de missiles hypersoniques à l'ouest, donc ça c'est fini, c'est mort, c'est plié, tu peux ranger tes billes. C'est pas non plus la force économique, parce que les ricains sont comme ça, bon, ça c'est terminé. Non, la dernière force opérationnelle qui restait à l'OTAN, c'est le soft power. Cette espèce de politique à la con, d'influence de merde via la société civile, les organisations humanitaires, enfin tout un foisonnement d'acteurs à la con, financés, manipulés, formés par l'OTAN, les mondialistes, pour foutre en l'air des pays un peu partout dans le monde, comme ils l'ont fait déjà en Ukraine en 2004, et puis à Maïdan aussi en 2014, voilà, de manière parfaitement crapuleuse, quoi. Et le soft power repose évidemment essentiellement sur le lavage de cerveau, le conditionnement médiatique, l'influence et la suggestion médiatique pour laver le cerveau des gens et puis les rendre aussi cons que possible et leur faire avaler les pires conneries qui soient. Il y a quand même une connasse du secrétariat d'État américain pour se vanter en public qu'ils avaient investi 15 milliards de dollars dans le lavage de cerveau en Ukraine, pour en arriver à ce que les Ukrainiens détestent les Russes et puis veuillent adhérer à l'OTAN, tu vois. Enfin, donc voilà le pouvoir de merde qui reste aux Occidentaux, que Poutine est en train de retourner contre eux. Par la simple démonstration d'une vérité et d'une réalité imparable. Hein, cette pute de Van der Leyen peut bien avoir interdit RT France ou Sputnik, on s'en fout, ça n'empêchera pas l'information de circuler quoi qu'il arrive. Et de montrer la réalité qui est que les dictateurs, les nazis, les tortionnaires, les assassins, ce sont les Occidentaux, c'est l'OTAN. Tandis qu'en l'occurrence, le défenseur des droits de l'homme, de la liberté, et qui mène une intervention militaire à but réellement humanitaire, c'est Poutine. Donc on assiste à un retournement complet, une inversion totale entre l'apparence et puis la réalité des faits. Les médias occidentaux sont baisés, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Pour se racheter une dignité, c'est foutu, c'est mort. Ça fait longtemps que c'est perdu. Tandis que Poutine est en train de prendre un ascendant moral sur le monde. Non seulement technique et militaire ou économique, mais moral, éthique. Il y a quand même longtemps qu'il le répète, Poutine, hein, que les relations internationales et la géopolitique répondent à des critères qui ne sont plus des critères de puissance, mais des critères, non pas encore de connaissance, ça on va y venir, mais des critères de protection et de respect des individus. En application donc du rôle essentiel de l'État qui doit être au service des peuples et des individus, et non pas tourner contre eux pour leur pourrir la vie, les oppresser ou en faire des zombies, et puis les dégrader par tous les moyens possibles et imaginables, comme le fait l'économie capitaliste mondiale depuis longtemps maintenant. Hein, à dégrader et à corrompre l'individu et l'humain, y compris dans son code génétique, hein, avec leurs faux virus et leurs faux vaccins de merde, et qui ne consistent jamais qu'à pourrir l'individu de l'intérieur en détruisant et en s'attaquant à son code génétique lui-même. C'est ce qu'ils appellent le transhumanisme, hein, en prétendant transcender l'humain. Ils s'imaginent le transcender par le haut pour le faire acquérir au plein développement de ses capacités. C'est l'inverse, ils sont en train de le transcender par le bas, c'est-à-dire vers la matière, et par la matière, en détruisant ce qui fait réellement notre essence biologique et physique. Ni plus ni moins. Pendant ce temps-là, lui, Poutine, au lieu de fourguer ses horreurs pleines d'oxyde de graphène
à son peuple, bah, ils ont développé leur propre petit vaccin, voilà, sans faire chier personne, tu vois. Et puis sans matraquer le peuple non plus, en essayant de diviser les gens les uns contre les autres, pour les cliver et les rendre encore plus cons. Donc les vrais nazis, les vrais oppresseurs, c'est pas les Russes, c'est les Occidentaux. Donc voilà, moi le constat essentiel qui me paraît à faire de cette histoire, c'est que l'axe du monde est en train de basculer. Ça c'est inédit et puis c'est définitif pour le coup, hein. Il y aura un avant et un après. Ça c'est clair. Les polarités du monde donc, sont en train de s'inverser, mais bon, pas les polarités nord-sud verticales, hein, ça se passe de manière plutôt progressive et fractale. En revanche, sur l'axe horizontal, équatorial, est-ouest, oui, là, le renversement, le basculement, il est total, brutal, abrupt, et il vient de s'opérer. Il vient de commencer à se faire. Le centre de gravité planétaire, du coup, est en train de passer de l'ouest à l'est. Le pôle oriental est en train de s'imposer au pôle occidental. Les occidentaux, donc à force d'avoir confondu mondialisation et mondialisme, la mondialisation est un processus naturel, une tendance lourde de l'évolution de la Terre et de l'humanité qui vise à unir l'humanité et la Terre au sein d'une conscience unique, mais qui n'est que la simple conscience évidente et spontanée d'être un habitant de la Terre, et qui fait qu'à partir du moment où nous sommes conscients de tous être habitants de la même planète, cela suffit à créer une forme, un état, un degré d'unité humaine mondiale. Mais ça existe déjà. Tandis que le mondialisme, lui, c'est une tentative et une volonté forcenée de récupérer ce processus pour l'aggraver, l'exacerber, et en espérant non pas unir, mais unifier la Terre et l'humanité. Et autant l'union se fait par le haut, par les principes, les valeurs, ce qui permet d'instiller un comportement et comme une fibre, hein, une vibration qui nous dépasse, mais qui infuse toute la pensée, les paroles et les actes des individus à partir du moment où ils ont pris conscience de ces valeurs, de leur effet, de ce que ça impliquait. Alors que dans l'unification, ça se passe pas par le haut, ça se passe par le bas. On unifie par la matière, on unifie de manière concrète et coercitive. L'unification, c'est tout le monde le même mode de vie, le même mode de pensée, la même façon de s'exprimer, une espèce de nivellement par le bas, totalement nihiliste et mortifère. Donc à force d'avoir confondu mondialisation et le mondialisme, les Occidentaux donc, ont tout fait pour pousser la Russie, alors non pas à s'énerver, à péter un plomb, ou à tomber dans ce piège grossier de la violence et de l'agressivité dans lequel les Occidentaux ont tout fait pour les faire tomber, mais les ont poussés, pour le coup, à prendre l'initiative. L'initiative stratégique et militaire, c'est quand même déjà assez considérable en soi, mais certainement pas de la manière que s'attendaient les Occidentaux. Parce qu'encore une fois, on a affaire à un judoka, enfin, c'est une ceinture noire de judo, hein. Ce qui n'est pas le cas, je crois, des abrutis qu'on a c'est dans les bureaux présidentiels d'Occident, entre le vieux taré pédocriminel qui sait plus parler, l'autre espèce de pantin, lui aussi pédocriminel. Il n'y a pas de comparaison possible en fait. Mais du coup, voilà, ces abrutis-là, à force de refuser le monde multipolaire que proposait Poutine, et ben les mondialistes vont se trouver avec un monde unipolaire, mais sans eux. Donc ce sera le pôle oriental, hein. Mais dès lors, la question se pose de savoir ce que l'on peut attendre d'un monde à direction russe et chinoise. Cette question équivaut à un saut de conscience de l'Occident, hein. La transmutation de l'Occident, c'est ça aussi, hein. Répondre à cette question implique et nécessite un saut de conscience, une prise de conscience de notre conscience, de qui nous sommes, de ce que nous avons fait, de ce que nous voulons. Ça, c'est décisif. C'est aussi un dépassement de paradigme, puisque ça va, là aussi, consister à appliquer la formule d'Einstein, selon laquelle on ne résout pas un problème en gardant la mentalité qui a généré ce problème. Donc cela revient aussi à se demander ce que veulent les Russes et les Chinois. A priori, Poutine y a déjà répondu. A priori, hein, en toute vraisemblance, ils ne vont pas se venger de l'Occident, bêtement et méchamment. En revanche, ils vont prendre
plutôt à la place, ils vont prendre leur revanche sur l'Occident. Et de la seule manière possible, je vous l'ai dit, en battant les Occidentaux sur leur propre terrain. Le terrain des valeurs et des principes, la liberté, l'égalité, la fraternité, les droits humains, la démocratie, en somme l'idéal chrétien et républicain réalisé. Poutine semble avoir intégré pour le coup l'acquis intellectuel d'un écrivain comme Tolstoï, Léon Tolstoï, qui avait formulé ce constat qui me paraît évident, selon lequel les doctrines humanistes, donc modernes, hein, doctrines socialistes, communistes, anarchistes, qui prétendent ne rien avoir en commun avec le christianisme, eh ben, elles ne sont en fait rien d'autre, ces doctrines, que des expressions partielles de la conscience chrétienne. Mais ça, c'est clair et net. Cela pour dire que l'idéal communiste, qui est toujours officiellement celui de la Chine, hein, de même que Poutine, lui, a aussi été soviétique, donc communiste, donc sachant aussi forcément que Lénine était obnubilé par l'exemple de la Révolution française, hein, qui a été une matrice idéologique prodigieuse. Mais du coup, l'alliance entre la Russie et la Chine, et le triomphe annoncé de cette alliance, verra, selon toute logique, la réalisation d'un idéal communiste. Ce sera donc les idéaux ou le but du communisme, mais sans les moyens que celui-ci voulait mettre en œuvre, moyens coercitifs, moyens de pression, moyens totalitaires finalement. Mais voilà, les conditions sont réunies pour que l'idéal communiste soit mis en œuvre, mais de manière bénéfique, au sens noble de l'idéal communiste. Après la mise en œuvre maléfique, actuellement poursuivie par l'Occident, avec son communisme 2.0, cette espèce de totalitarisme où personne ne sera plus propriétaire de rien, pendant que les chefs du parti unique, eux, seront propriétaires de tout. Caricature ultime, qui, si jamais elle voit le jour, disparaîtra aussitôt. Puis, une contradiction pareille implique nécessairement aussitôt sa résolution, voilà, hein, par un phénomène de rupture de seuil, d'effet de seuil, équivalent à celui du saut quantique au saut quantique de l'électron dans l'atome. Quand un seuil de contradiction excessif est atteint, le cadre pète et la spirale monte d'un niveau ou descend d'un niveau, ça dépend de la crise. Mais enfin, voilà, ce communo-capitalisme ou ce capitalo-communisme mondialiste et totalitaire ne pourra exister que juste le temps de s'apercevoir que ça tient pas la route et que ça n'a aucun sens, et ça pourra disparaître. Mais c'est déjà en train de disparaître. Parce qu'évidemment, c'est une logique fractale qui n'est pas univoque. Sans quoi, je crois que la Terre aurait déjà explosé. Hein. La force de contradiction accumulée chez tout le monde, enfin plus ou moins de tout le monde, il est nécessaire que la résolution de ces contradictions soit progressive. Ce qui explique aussi que nous soyons dans une apocalypse molle et non pas une apocalypse dure. Sans quoi, voilà, il y aurait déjà eu beaucoup plus de dégâts. Donc voilà, ce qui se profile avec un monde à domination russo-chinoise, ce ne sera pas donc le communisme effectif au sens littéral de Marx et ainsi de suite avec les vieux outils 19e, 20e siècle, mais les véritables buts du communisme en revanche seront atteints, en particulier la disparition des hiérarchies socio-économiques et de cet esclavagisme institutionnel mis en place par le capitalisme mondialiste. Du coup, voilà, ce renversement des pôles ouest-est équivaut à réaliser du coup l'idéal de l'Occident, donc idéal d'unité et d'un bonheur et d'une prospérité équivalente pour tout le monde sur Terre, mais idéal qui sera réalisé par les ennemis et grâce aux ennemis de l'Occident, les Russes et les Chinois. Et de même que le monde multipolaire défendu par Poutine sera alors accompli, mais dans le triomphe réel d'une influence mondiale unique, ou d'une direction mondiale unipolaire, exercée non par un pays ou un groupe de pays, et non d'une manière coercitive, et sociale, concrète, ainsi de suite, comme l'impérialisme occidental actuel, mais de manière fractale et holographique, subtile, et réalisée concrètement dans la matière de proche en proche, par cercles concentriques, de manière progressive, à l'échelle et dans les proportions et dans les conditions qui sont celles de chaque réalité locale. Et ça revient à dire que pour appliquer les droits de l'homme et réaliser l'idéal chrétien et républicain,
mais il faut laisser chaque peuple en décider par et pour lui-même. C'est ce que Poutine aussi a dit aux Occidentaux, hein, dans son fameux discours de Munich en 2007, en leur disant bon, votre politique soi-disant humanitaire, du soft power à la con, c'est-à-dire que vous arrivez d'un côté avec une main pleine de valises de pognon pour les pays pauvres, alors que de l'autre main, bah, vous récupérez la thune que vous avez apportée grâce aux agents qui sont dans ces pays-là, soi-disant pour les développer. Espèce de jeu de dupes, voilà, obscène et sordide et qui n'a plus lieu d'être, dans lequel Poutine n'a jamais voulu entrer, qu'il a sans arrêt dénoncé, mais qui fait que voilà, les Occidentaux ne pouvaient pas, n'avaient strictement plus rien à lui dire, puisqu'ils avaient affaire à quelqu'un mais qui déjà ne se pétait pas de trouille en leur parlant dessus, hein, et puis qui en plus avait largement, et qui ne les prenait pas au sérieux. Le discours, la parole occidentale n'a plus aucun sens, elle a perdu toute crédibilité. Poutine en est à appeler la communauté internationale, c'est-à-dire la mafia occidentale de merde, il appelle ça maintenant l'empire du mensonge. La société occidentale actuelle et le projet mondialiste ne repose que sur le mensonge. Alors dès le moment où ces mensonges sont éventés, dévoilés, bah, l'empire qui repose sur ces mensonges s'écroule lui aussi, hein. Donc c'est ce qui est en train de se passer, et puis ça aussi ça va être, voilà, ça va être progressif évidemment. Donc la victoire et le triomphe même des Russes, hein, qui consiste à reconnaître et à assumer la vocation occidentale d'origine chrétienne, d'unité mondiale en application bah, de l'idéal évangélique d'un monde où pour le coup personne n'aura envie de faire à son voisin ce qu'il n'a pas envie que son voisin lui fasse. C'est aussi simple que ça. Euh, Poutine a aussi intégré une autre réalité qui échappe encore un peu trop aux Occidentaux, c'est la dualité entre le légal et le légitime. La dualité, alors le dilemme même, hein, la dichotomie entre ce qui est légal et ce qui est légitime, c'est-à-dire que la légalité en Occident repose sur la force, hein, le recours et l'usage de la violence physique, voilà, soi-disant bah, permise par la loi, mais c'est-à-dire les connards qui écrivent la loi, qui sont les mêmes qui fabriquent les armes et puis qui payent les imbéciles qui se servent des armes. Donc ça tourne en rond, ça n'a aucun sens. Ça, c'est pas légitime. En revanche, la légitimité, elle, n'a pas besoin de la force pour faire valoir sa vérité. Elle est, point. Ouais, tu la reconnais ou pas. T'as bien le droit de marcher dessus, de la piétiner, de la cramer si ça t'amuse. N'empêche que tôt ou tard, elle reviendra encore plus fort et jusqu'au moment où tu seras contraint de l'accepter, de la reconnaître et de l'assumer. Parce que la vérité, quelque part, elle obéit à l'esprit, hein, l'esprit saint, qui lui ne supporte pas très longtemps de se laisser cracher à la gueule. Ça c'est clair et net. Mais c'est ni plus ni moins que ce que montre Poutine, hein, qui intervient de manière extrêmement propre et minutieuse, hein, a priori, en refusant les frappes de saturation quand ils approchent des villes, en prenant le risque du coup de se faire sniper la gueule par des tireurs embusqués, parce qu'en ville, tu sais jamais d'où vient le tir avant de l'avoir reçu, mais ils préfèrent prendre ce risque apparemment, plutôt que de pilonner la périphérie et les banlieues des villes ukrainiennes, en massacrant des dizaines de milliers de personnes. Alors qu'en face, les milices nazies ukrainiennes de merde, fanatisées, financées par les Occidentaux, elles interdisent aux habitants de quitter la ville, dans l'espoir sans doute que ça fera des morts et que ça permettra de faire passer les Russes pour des enculés, alors que les ordures, ouais, c'est plutôt du côté de l'Occident qu'elles sont, tu vois. Donc donc Poutine, pour le coup, a certes pris une décision illégale, hein, de manière formelle, puisque c'est une intervention armée sans l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. Ça, il le sait, mais il sait aussi que le Conseil de sécurité de l'ONU a été vidé de son sens depuis 99, hein, et l'agression militaire américaine contre la Serbie, pour protéger soi-disant la pauvre petite mafia kosovare. Euh, donc Poutine peut se permettre pour le coup de mener une action qui n'est plus légale, mais qui est légitime par contre, qui est parfaitement légitime. Tandis que les actions d'apparence légale menées par les chiens d'Occident, là, la Libye de Kadhafi, assassinée par les putes Sarkozy, toutes ces merdes, la Syrie, j'en parle même pas,
Bah, non seulement c'était illégal parce ils ont marché là aussi sur l'ONU, mais c'était illégitime. C'était des guerres d'agression pure et simple, où on a massacré les civils, ils ont massacré les civils exprès pour attiser la haine et pouvoir constituer après des petits noyaux terroristes, donc créés de toutes pièces, hein, qu'ils utilisent après pour justifier leur politique d'agression et les faire passer pour des politiques humanitaires et ainsi de suite. Donc tout ça est à gerber et c'est tout ça que Poutine est en train de mettre en évidence en fait, mais de manière imparable, irrécusable et définitive. Euh, faut quand même aussi souligner, enfin je pense qu'il est intéressant aussi de remarquer que Poutine n'a pendant très longtemps tendu la main aux Occidentaux, aux Européens et en particulier aux Français. Il y a eu une tentative qui a sauvé l'honneur de beaucoup de monde à l'époque, hein, en février 2003. Tentative de, de montrer un peu aux Américains qu'ils sont pas les seuls au monde, et puis que nous aussi on a un destin et qu'on en est conscient, quoi, tu vois. Et à cette occasion, donc le 10 février 2003, Poutine était à Paris, alors que la France venait de s'opposer à l'agression américaine en Irak, hein, à l'époque où Colin Powell essayait d'impressionner le monde avec sa fiole de pisse, et que les Américains ils déclenchaient leur guerre de merde. Villepin a dit non, vous êtes bien gentils les gars, on fait pas la guerre pour ça, enfin, ta fiole de pisse, vas-y, fais goûter pour voir, après on en reparlera. Et puis c'est pas Saddam Hussein qui a foutu par terre votre Twin Towers à la con, donc on va se détendre 2 minutes. Poutine est arrivé à Paris en disant bon bah bravo les gars, maintenant faut y aller, quoi, tu vois. Il a dit à cette occasion, pour la première fois donc dans l'histoire de l'après-Seconde Guerre mondiale, eh bien il y a une tentative de régler une crise aiguë et complexe en dehors des blocs, de la logique des blocs. À mon avis, on peut considérer cela comme un premier pas vers la création d'un ordre mondial multipolaire. Ah bah alors là, manière d'agiter un chiffon rouge devant les ricains, tu vois. Mais il a quand même ajouté ceci, cette déclaration ne pouvait se faire qu'en France. Donc la déclaration conjointe franco-germano-russe à l'époque pour empêcher les ricains d'aller faire la guerre en Irak. Ou au moins pour montrer que leur guerre était criminelle et un acte de piraterie et d'agression pure et simple. De barbarie en fait, ni plus ni moins. Cette déclaration ne pouvait se faire qu'en France. Si nous l'avions faite en Russie, nous aurions aussitôt été accusés de vouloir faire chier les Américains et de ressusciter l'Empire soviétique. Et cependant, donc d'autres pays que la France n'ont pas le même poids. Et les autres pays européens n'ont pas le même sens de leur grandeur. Voilà, donc cet axe Paris-Berlin-Moscou de 2003 n'a pas survécu longtemps, n'a pas survécu tout court en fait, puisque il n'y avait pas encore assez suffisamment de Français pour avoir effectivement le sens de leur grandeur et la conscience de notre destin en fait, de notre mission, de notre vocation millénaire, à laquelle Poutine lui semble avoir été sensible et par rapport à laquelle il semble avoir attendu, espéré, en vain hélas pour l'instant, que les Français prennent conscience. Donc il est bien évident que le sens de la grandeur et le sens de l'honneur en France est dans le peuple, et certainement plus au niveau des instances dirigeantes et représentatives habituelles. Où là c'est vraiment l'anti-France, l'opposé, la pire chienlit, la pire caricature et les pires horreurs qui s'étalent et qui s'exhibent, mais jusqu'à la nausée, dans une obscénité qui est typique des époques de décadence et de dégénérescence. Après le départ de Jacques Chirac, il y a eu le chien Sarkozy, donc un larbin de l'OTAN, puis cette merde de Hollande, et puis bon, puis l'espèce de dégénéré actuel là, hein, que Poutine a eu la politesse de recevoir il y a peu, donc en le faisant asseoir suffisamment loin pour lui faire comprendre que bon, on ne se mélange pas entre des gens qui ne partagent pas suffisamment les mêmes valeurs. Et en termes de valeurs, donc il a bien fait comprendre au soi-disant président français ce qu'il en était réellement en fait, en faisant affubler le traducteur de Macron d'une jupe. En référence probable donc à l'affaire dite Brigitte Macron, c'est-à-dire Jean-Michel Trogneux, c'est-à-dire cette espèce de transsexuel dégénéré et pédocriminel, qui est le cornac de ce pauvre Emmanuel,
et qui montre bien finalement que le personnel dirigeant, le personnel politique français à l'heure actuelle, bah, effectivement est constitué par ce ramassis de dégénérés, mais pathologiques en fait, hein. Je veux dire, on a affaire à des tarés cliniques. Donc c'est ce que Poutine a montré, voilà, en présentant un traducteur affublé d'une jupe, euh, pour bien situer effectivement, comment dire, rétablir une certaine réalité des choses, et en sachant bien qu'évidemment, on ne peut pas accorder le même respect à un interlocuteur aussi malade et dégénéré que ça, qu'à un interlocuteur, je sais pas, sain de corps et d'esprit, enfin quelqu'un de normal en fait. Donc Poutine a quand même ce sens suffisamment aigu des réalités, en même temps d'une connaissance et d'un respect sincère de la France et du destin de la France, mais aussi le respect de la réalité qui est que un taré dégénéré pareil ne se traite pas de la même manière qu'un individu sain de corps et d'esprit, encore une fois. Donc nous en sommes là. Nous en sommes là, et le sens de la grandeur et de l'honneur de la France, eh bien, il a été encore une fois, lui, exprimé et manifesté, même par le peuple, hein. Le phénomène des Gilets jaunes en a été l'éclatante démonstration, et puis ça aussi, il y aura un avant et un après, hein. La légitimité nationale réside déjà par principe dans le peuple, mais de manière effective et manifeste, de plus en plus dans le peuple, et de moins en moins dans tout ce qui était jadis officiel et institutionnel. Tout cela est en train de tomber en lambeaux. Donc les Occidentaux ont tout fait, confient dans leur arrogance et leur stupidité puérile, ont tout fait pour pousser les Russes à s'allier aux Chinois, hein, ce qui a entraîné ce renversement des pôles Est-Ouest actuel. Mais bon, pour info, hein, l'amélioration des relations avec la Chine était une priorité déjà pour Gorbatchev. En 86, Gorbatchev a suggéré pour la première fois l'idée d'un pivotement vers l'Asie et a considéré la normalisation des relations avec la Chine comme une priorité. Hein, les deux plus grands pays communistes du monde avaient forcément des choses à se dire. L'idée d'un monde multipolaire, qui remettait en cause de manière sismique les plans américains pour le futur ordre international, hein, de l'après-guerre froide, euh, a continué d'émerger en 94, donc bien avant l'arrivée de Poutine au pouvoir, hein. Cette année-là, Russie et Chine ont signé une déclaration dans laquelle elles s'identifiaient l'une et l'autre comme des puissances qui constituent un facteur majeur de maintien de la paix et de la stabilité dans la situation d'un système international polycentrique émergent et actuellement triomphant. Cette idée embryonnaire a été formellement adoptée en avril 1997, lorsque Eltsine et le dirigeant chinois de l'époque, Jiang Zemin, ont signé la déclaration conjointe russo-chinoise sur un monde multipolaire et l'établissement d'un nouvel ordre international, après la domination américaine. En 2007, il était déjà clair pour Pékin que la Chine et la Russie ont des positions communes sur des questions aussi importantes que l'action en faveur d'un monde multipolaire et l'établissement d'un ordre international juste et rationnel. Juste et rationnel, voilà les mots-clés, parmi d'autres, hein, mais que les Occidentaux s'étaient appropriés de manière exclusive et abusive avant de les trahir, mais que les Russes et Poutine sont en train d'appliquer et d'honorer. Son intervention militaire en Ukraine est ce qu'il y a de plus juste et de plus rationnel dans le domaine. Les putains de guerres d'ingérence humanitaire, guerres propres et frappes chirurgicales, dont ces fils de pute de chiens d'occidentaux de merde nous ont rebattu les oreilles quand ils ont massacré les Serbes sans raison, puis les Libyens, puis les Syriens, Poutine est en train de la faire en vrai, pour sauver des vies pour de vrai. Et ça, les Occidentaux ne s'en remettront pas, hein. La crise en Ukraine, donc qui commence en 2004, hein, avec la révolution colorée de merde, euh, et puis qui a commencé d'éclater vraiment en 2014 avec Maïdan, hein, coup d'état de merde financé par les Occidentaux pour renverser un président pro-russe et élu de manière démocratique, hein, comme d'habitude. Donc ça nous va pas, on va lui casser la gueule. À la place, on va foutre des nazis corrompus, dégénérés, ça va être super, hein. Ça te m'explique comment tu vas faire pour cohabiter, faire cohabiter ça et ça. C'est-à-dire le modèle métissé, dégénéré, transgenrifié de l'Occident, et puis le bras armé de l'Occident pour faire advenir son modèle.
Ça, bah, ça va être intéressant, leur soirée à tous, là. J'espère qu'on le verra pas. Bon, mais ça existe déjà, en fait. La crise en Ukraine, donc, a agi comme un accélérateur d'une relation russo-chinoise qui ne pouvait qu'aller en se réchauffant. L'étincelle, donc, était l'inquiétude russe et chinoise, donc face à l'hypocrisie et à la fourberie des Occidentaux et de l'OTAN, donc dans leur manière à supplanter le Conseil de sécurité de l'ONU et à cracher à la gueule du Conseil de sécurité de l'ONU, et en poursuivant donc une politique expansionniste qui n'avait aucun sens. Eh bien que la crise ukrainienne ait attisé cette flamme, ce n'est pas seulement l'étincelle qui l'a allumée, ce n'est même pas le premier accélérateur, c'est le bombardement de la Serbie par l'OTAN sans autorisation du Conseil de sécurité en 99 qui a transformé la flamme en incendie. Alors 99, je vous le dis, il y a un avant et un après, hein, ça c'est certain aussi. Moi je me rappelle encore du jour, hein, le 24 mars 99, où j'ai vu la une des canards dans la rue en disant l'OTAN a frappé. Sous-entendu avec l'accord et la participation de la France. Hein. Et Chirac apparemment a pas trouvé d'autre moyen que de se coucher. Et l'OTAN, donc pendant 79 jours, hein, du 24 mars au 10 juin 99, a bombardé et assassiné des dizaines de milliers de civils serbes. Ils ont bousillé les écoles et les hôpitaux, ils ont détruit tous les ponts sur le Danube, ils ont défoncé toute l'infrastructure industrielle de la Serbie. Et alors que leur but à ces fils de pute était humanitaire, donc de protéger les gentils Kosovars agressés par les méchants Serbes qui refusaient que le Kosovo fasse sécession avec la thune des Américains d'ailleurs, mais il y a eu du coup 1 million de réfugiés kosovars provoqués par cette guerre ignoble. Donc 99, l'agression militaire américaine au cœur de l'Europe contre la Serbie, là il y a un avant et un après. Hein. La mission, la vocation essentielle de l'Europe, qui était de maintenir la paix sur ces terres, et même que ce soit entre États membres ou non membres de leur union de merde, parce que c'était pas le cas de la Serbie à l'époque, mais on en a rien à foutre. Autre évidence, autre réalité que Poutine est le seul à rappeler, mais l'Europe, ça va de Brest à Vladivostok, les gars. Le général de Gaulle aussi était conscient de ça. Hein. Le général de Gaulle qui avait foutu les Américains dehors en 66 quand il leur a botté le cul et qu'ils ont viré leur base de l'OTAN qui n'avait rien à foutre chez nous puisque nous étions en paix. Donc l'Europe, si elle doit exister un jour, mais la vraie, hein, pas cette union de merde qui n'est qu'une caricature et un galvaudage satanique de notre idéal communal, communautaire, chrétien républicain, l'Europe, la vraie, c'est de Brest à Vladivostok. Et avec la Russie. La Russie n'est pas occidentale, par contre elle est européenne. Et quand Poutine parle de l'Europe, il dit notre continent. Notre continent. Ça, tant qu'on l'a pas intégré, ce sera pas la peine de continuer à employer des mots qui n'auront du coup aucun sens en fait. Tiens. Donc voilà, pour la première fois, les Américains ont déclenché une guerre d'agression criminelle contre un pays européen en piétinant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et en attaquant qui, comme par hasard, eh bien un État orthodoxe en fait, un peuple chrétien orthodoxe qui se considère comme le petit frère des Russes. Hein. Les Serbes se considèrent comme les petits frères des Russes, et les Américains ont agressé la Serbie parce que c'était un petit bout de Russie au cœur de l'Europe. Des chrétiens orthodoxes qui écrivent en cyrillique, comme les Russes. Donc en fait, cette guerre sordide et puante avait, à mon avis, hein, pour raison stratégique essentielle, de cracher à la gueule des Russes, de se foutre d'eux et d'essayer de les pousser à bout, de les pousser encore une fois à l'erreur tactique grossière qui est de recourir à la violence de manière à enclencher encore une fois cette course à la violence que les Américains à l'époque étaient certains de gagner puisqu'ils avaient encore une relative avance technologique et militaire. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Ce qui fait que Poutine peut se permettre d'intervenir comme il le veut et comme il se doit, hein, c'est-à-dire de manière rationnelle et juste en Ukraine. Mais à l'époque, encore, hein, pour expliquer l'agression de la Yougoslavie, de la Serbie, il y avait un ancien responsable du département d'État américain qui avait déclaré dans l'Europe de l'après-guerre froide, il n'y avait plus de place pour un grand État socialiste indépendant qui résistait à la mondialisation. Donc en détruisant et en massacrant les Serbes, les Américains ont dit aux Russes, t'es le prochain sur la liste si tu continues à faire barrage à notre mondialisme d'enculé.
et à notre monde unipolaire, démocratique, des droits de l'homme, de la liberté, et ainsi de suite. Donc Poutine a compris le message, hein. Il s'est tourné vers la Chine. Alors il s'est tourné vers la Chine, et peut-être pas que, puisque si on veut faire un peu de géostratégie sérieuse, cela inclut évidemment la prise en compte de facteurs, comme je vous disais tout à l'heure, hein, inactuels, qui permettent de passer de la politique à la métapolitique ou à la transpolitique, et de l'histoire à la méta-histoire ou à la transhistoire. C'est-à-dire par l'inclusion de facteurs qui transcendent les réalités apparentes par en haut pour leur donner un sens qui n'apparaît pas dans l'immédiat. Mais il y a quand même par rapport à ça, hein, une année clé encore qui a été 1917, avec les apparitions de Fatima d'une part, et puis évidemment la prise de pouvoir des bolcheviks en Russie d'autre part. Bon, ce qu'a dit Notre-Dame à Fatima en 1917, entre autres, c'est que la Russie allait sauver le monde, empêcher la guerre finale totale mondiale, et ainsi de suite. Mais pour cela, pour que la Russie empêche cette guerre eschatologique ultime, il fallait la consacrer à son cœur immaculé. Consacrer la Russie au cœur immaculé de Notre-Dame. D'accord? Au-dessus, c'est même pas le soleil, au-dessus, c'est le trou noir central de la Voie lactée, au-dessus, c'est le non-être. Notre-Dame, c'est l'Esprit Saint, hein. Émanation directe du non-être. Première émanation de la déité universelle. C'est quand même ça qui s'est exprimé, hein. C'est elle qui s'est exprimée à cette occasion et entre autres. Elle est apparue de nouveau, hein, ça c'est beaucoup moins connu, le 13 juin 1929, à la jeune Lucie, hein, donc qui était l'une des 4 enfants témoins des apparitions de Fatima, en lui disant « Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père, donc le pape, de faire, en union avec tous les évêques du monde, la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, promettant de la sauver par ce moyen. » Alors pour une fois on a eu des papes qui ont été à peu près à la hauteur de leur charge, et qui n'ont peut-être pas tous été des pédocriminels sataniques dégénérés, et faisant ainsi honneur, et même sauvant ainsi l'honneur, hein, au passage de toute la catholicité, voire même de la chrétienté mondiale, puisque le pape Pie XII a quand même tout fait pour accéder à cette demande. En 1942, il a consacré l'humanité, le genre humain entier, au cœur de Marie. Et le 7 juillet 1952, il a publié une lettre où il consacrait la Russie au cœur immaculé. Il l'a pas fait à l'oral, mais il l'a fait à l'écrit. C'est pour dire que fallait quand même y aller mollo, y aller progressif, quoi. Et cette consécration, cependant, ne remplissait pas les conditions, hein, requises par Notre-Dame, puisqu'il y manquait l'union des évêques du monde entier. Jean-Paul II comblera cette lacune. Le 13 mai 81, un peu après sa prise de pouvoir, son entrée en fonction, donc le 13 mai, anniversaire des apparitions de Fatima, hein, il échappe et survit à une attaque à main armée. Jean-Paul II se penche alors sur Fatima, il se rend compte que c'est intéressant. Tiens, qu'est-ce qu'il a dit au fait là? C'était quoi le 13 mai 17 là? Pourquoi est-ce que j'ai réchappé à cet attentat? Déjà, bon, il se penche alors sur Fatima et décide d'achever le processus de consécration. Et le 25 mars 84, cette fois en union avec tous les évêques du monde, Jean-Paul II consacre l'humanité au cœur immaculé de Marie, sans toutefois nommer la Russie, puisque les tensions avec la Russie étaient encore trop fortes pour le faire, hein. Jean-Paul II, qui était polonais, a tout fait pour faire reculer l'influence soviétique en Pologne, donc c'était pas le moment d'expliquer aux Russes qu'en fait ils appartenaient au cœur immaculé de Marie. Il y en a peut-être quelques-uns qui auraient pu mal le prendre. Cependant, il a déclaré qu'il a eu l'intention de renouveler la consécration faite par le pape Pie XII, qui lui avait explicitement nommé la Russie. Et Sœur Lucie, donc, qui était toujours en vie, a confirmé que de cette manière-là, la demande de Notre-Dame avait été exaucée. Résultat, mis à part les résultats qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux, mais dès cette époque-là, le 13 octobre 91, le pèlerinage de Fatima a été retransmis en direct à la télévision russe, sur la place rouge et dans toute la Russie. Donc je vous dis pas que Vlad est un dévot de la Vierge Marie et qu'il lui embrasse les pieds de sa petite statue tous les matins. En revanche, je vous dis qu'il roule pour elle. Ça c'est clair et net. Poutine est en train d'aplanir les voies du ciel. Ça c'est clair, net et définitif. Encore une fois, en faisant ce que les Occidentaux ne disent pas,
en les battant sur leur propre terrain, qui est celui d'une action politique et militaire juste, équilibrée, mesurée, rationnelle, qui vise à préserver des vies, et puis à délivrer en l'occurrence un peuple, le peuple ukrainien, du terrorisme d'État, de ces néo-nazis de merde financés par les Occidentaux. Il est en train d'appliquer aussi la distinction essentielle, capitale, entre légitimité et légalité. Son action n'est peut-être pas légale envers le droit international, en revanche elle est parfaitement légitime pour n'importe quel être humain digne de ce nom en fait. Je vois pas comment on pourrait s'opposer ou critiquer à l'intervention russe en Ukraine. Je vois juste pas, à moins d'être con, désinformé, conditionné, manipulé, c'est juste pas possible en fait. Voilà, enfin, mais il faut aussi ajouter que dès avril 1921, hein, l'armée ukrainienne était massée aux frontières de la Russie depuis plusieurs mois déjà. En avril 21, Poutine a décidé de prévenir à nouveau une guerre par des contre-mesures électroniques, des opérations de brouillage électronique qui ont mis hors service tous les appareils de communication et de détection de l'armée ukrainienne, hein, en les empêchant de faire quoi que ce soit. Puis maintenant, il a décidé de passer aux choses sérieuses en allant botter le cul de ces nazis de merde, jusque dans leur cave d'immeuble, pour restaurer un état digne de ce nom et une qualité de vie décente et de sécurité minimale aux habitants de l'Ukraine. Hein. Point final, quoi. Donc voilà ce que je pouvais avoir envie de vous dire sur l'histoire, sur cette histoire ukrainienne. Voilà. Voilà, voilà, je pense que Vladimir Poutine, consciemment ou pas, hein, mais bon, je pense qu'il est quand même pas assez con pour l'ignorer, va dans le sens de l'idéal, qui n'est pas que chrétien, qui était aussi païen, hein, de l'unité humaine. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, le mondialisme veut unifier tout le monde par la force, par le bas, par la matière, par la contrainte, pour effacer toutes les différences, puis pour faire advenir son modèle dégénéré, demeuré, transgenrifié, bon voilà. Tandis que la mondialisation, elle répond à des critères et à des valeurs qui viennent d'en haut, en fait, qui viennent du ciel, hein, qui sont inspirés, qui eux permettent l'union des gens et des peuples, mais sur les bases communes, des bases communes qui sont que nous respirons le même air et que nous sommes chauffés et éclairés par le même soleil. D'ailleurs, encore une fois, si Notre-Dame a fait danser le soleil à Fatima en 1917, c'est quand même pas non plus pour rien. Au-dessus c'est le soleil, ah, mais au-dessus du soleil c'est Notre-Dame, les gars. D'accord? C'est elle la taulière. Et Poutine fait partie de ses meilleurs lieutenants pour le coup sur cette scène internationale de merde, ça c'est clair et net. Mais ça pour vous dire que voilà, cet idéal de l'unité humaine, alors qui n'est pas que chrétien, hein, genre avant l'arrivée de Jésus-Christ, les Romains avaient déjà commencé. Avant les Romains, il y avait eu Alexandre le Grand, donc les Grecs, hein, en voulant unir, voire unifier l'Orient et l'Occident. Déjà, c'est 300 ans, 400 ans avant Jésus-Christ. Des siècles encore avant, les Perses ont essayé. Ils ont unifié tout le Moyen-Orient, du mont Zagros, et des montagnes du Taurus jusqu'à l'Égypte en fait, hein, et puis jusqu'à Thrace, Bulgarie, Thrace d'Assis, c'est-à-dire Roumanie, Bulgarie actuelle. Là aussi, il y a eu une tentative d'union et ou d'unification, hein, parce que les deux tendances ont toujours été mêlées, hein, une tendance d'union spirituelle, une tendance d'unification matérielle, tendance à l'union spirituelle souple, progressive, douce, on va dire, féminine, tiens. Unification matérielle, donc par la force, la contrainte, la violence, la matière, donc masculine, tu vois. Mais bon, il est vain d'essayer de séparer les deux, et il s'agit plutôt d'intégrer l'une à l'autre. Bon, mais ça, ce sera pour les années à venir. Mais tout ça pour dire que cet idéal d'unité humaine, donc qu'il n'est tendu que l'union ou qu'il est dégénéré dans l'unification, bah, il est commun à tous les peuples de l'histoire en fait. Donc il n'y a pas de débat stupide et de dilemme stupide comme certains crétins aiment l'entretenir entre païens et chrétiens, entre monothéisme et polythéisme, entre religion du désert et puis religion de la forêt, entre religion des livres abrahamiques et puis religion sans livres mais avec des runes qui sont les mêmes que les caractères hébraïques et qui ont la même origine. Donc tout cela, ce sont des faux clivages, des faux dilemmes qui, comme aurait dit Abellio, qui s'évaporent comme les buées au soleil au fur et à mesure que tu t'élèves dans les différents degrés de l'être en termes d'intégration.
des polarités, puis de tes contradictions intimes, jusqu'à un point de vue où pour le coup, les contraires sont fondus et ont fusionné, les contraires et les opposés. C'est même pas qu'ils sont réconciliés, c'est qu'ils sont intégrés et unis, réunis. Là, on sort de la dualité, puis pour le coup, ça s'appelle un saut de conscience, ça peut avoir valeur initiatique, et ainsi de suite. Mais ce qui est fabuleux, ce qui est merveilleux à l'heure actuelle, c'est que ce process-là est en train d'avoir lieu à l'échelle de populations, de peuples entiers, et de proche en proche, ne pourra que s'étendre à la Terre entière. Une véritable logique de dialectique initiatique et d'intégration des contraires, d'intégration des polarités est en train de s'accomplir, jusque y compris au niveau géopolitique. Avec cette inversion des polarités, Est-Ouest, Ouest-Est, dont je viens de vous parler. Mais c'est vertigineux ce qui est en train de se passer. Le basculement du centre de gravité mondial en termes de puissance, mais aussi de légitimité et de valeur et de dignité et de qualité morale et éthique est en train de passer en Orient, sous direction, sous influence russe et chinoise. L'Occident, c'est terminé. L'Occident, pour le coup, là, est en train de vivre une transmutation décisive, définitive. Là, pour le coup, nous sommes en train de changer le monde, mais pour de vrai. Mais grâce aux Russes, parce que les Russes sont en train d'appliquer les valeurs et les idéaux des Occidentaux, alors que les Occidentaux n'ont fait que trahir ces principes et ces valeurs depuis qu'ils en parlent, depuis qu'ils ont été institués. Donc les Russes, en faisant ce que nous avons trahi, alors que nous aurions dû l'honorer, nous battent les Occidentaux, parce que je ne m'associe pas à ces connards, hein, mais sur le terrain stupide matériel militaire sur lequel ils étaient engagés, ils se sont engagés inconsidérément, hein, en négligeant la dimension subtile spirituelle de leur action. Alors que du coup, la revanche, la victoire et le triomphe métapolitique, réellement culturel et symbolique de Poutine, est en train de nous faire entrer dans un nouveau monde. Ça, c'est clair et net. Une nouvelle modalité du monde. Bref, qui va dans le sens de ce qu'avait bien compris l'un des maîtres spirituels du XXe siècle, hein, l'hindou Sri Aurobindo, et qui a consacré un ouvrage à l'idéal de l'unité humaine, en décrivant les conditions par lesquelles nous pourrions y arriver, les conditions que Poutine a commencé de réunir manifestement, hein, qu'il a bien mieux compris que la quasi-totalité des connards qui s'occupent dans le gouvernement d'Occident, hein, qui ne sont que des traîtres et des assassins de leur propre peuple, et qui sont vraiment des... Voilà, hein, c'est pas pour dire du mal, mais qui sont vraiment des chiens de Satan. Hein. D'ailleurs, c'est rigolo, ça, vous avez sans doute vu passer ça aussi, que c'est Satan qui va sauver le monde, en fait. Non mais blague à part, hein, ça aussi c'est un oxymore très révélateur, hein, c'est paradoxe apparent, fausse contradiction mais hautement significative, puisque Satan c'est le surnom stupide que les Occidentaux ont donné à l'un des derniers missiles hypersoniques russes. Ben ouais, mais du coup c'est Satan qui va sauver le monde, bande de cons. Bref. Bon, mais voilà, hein, c'est significatif aussi. Hein, c'est comme le basculement des pôles Est-Ouest. Là, pareil, c'est l'inversion du sens est totale, l'inversion de la réalité est totale. Les Russes font la réalité de ce que les Occidentaux n'ont jamais fait, tout en prétendant le faire et tout en faisant le contraire dans une horreur sans nom. Voilà, ce process d'inversion et de dépassement paradigmatique à valeur potentiellement initiatique. Pour toi, pour moi, et puis pour des millions et des milliards d'individus sur Terre. Mais je pense que Poutine a compris, hein, comme je crie au Aurobindo, que les idéaux révolutionnaires, hein, encore une fois, Poutine a été communiste soviétique, donc son grand mentor Lénine était obsédé par la Révolution française, et les idéaux révolutionnaires, nous dit Aurobindo, indiquent le but ultime de toute l'évolution humaine. Je suis d'accord. Donc vive la France, hein. Merci Vlad de nous avoir tendu la main pendant aussi longtemps, d'avoir déclaré à Paris en 2003 que cette déclaration germano-franco-russe, franco-germano-russe ne pouvait avoir lieu que chez nous, puisque c'est chez nous que la révolution mondiale a commencé en vérité, mais la révolution mondiale, au sens noble et au sens positif, progressif et subtil, d'une marche du monde, plus ou moins consciente, vers cette unité à base de liberté, d'égalité, de fraternité. Voilà, sur ce, j'espère que tout va bien, j'espère que ça vous a intéressé, et puis à la prochaine. Donc voilà, vive la Russie, vive l'Ukraine, et puis vive la France, en espérant que la France
continue, hein, dans la foulée hein, de la déferlante et les Gilets jaunes, eh bien continue d'être conscience de sa grandeur en fait, euh, telle qu'elle a été exprimée par le général de Gaulle, puis par très petite touche par Chirac et Villepin en 2003. Ça consiste à incarner ce modèle que les Russes et les Chinois sont en train de nous ravir, à base de justice et de justesse dans toutes les relations, à l'extérieur du pays, et puis aussi autant que faire possible à l'intérieur du pays. Oui, ça c'est vrai que voilà, il eût été dommage d'oublier d'ajouter que, certes, j'ai osé dire hein, qu'une sorte de victoire d'un communisme bénéfique où l'avènement des buts positifs et bénéfiques de l'idéal communiste euh, était en train de se produire grâce aux Russes et aux Chinois, mais des Chinois qui, dans leur propre pays, sont effectivement, comme les Américains à l'extérieur, en état constant de barbarie, fait d'actes et de torture et de barbarie contre les innocents, en l'occurrence et en particulier les Ouïghours. Donc on se retrouve là encore dans une contradiction qui ne peut se dépasser qu'en prenant en compte la dualité, encore une fois, qui n'est pas définitive, hein, mais qui est à prendre en compte avant tout de l'intérieur et de l'extérieur. Et qui est la même pour le coup en ce qui concerne les individus qu'en ce qui concerne les groupes des individus, les peuples, les nations. À savoir que ce n'est pas parce que les Chinois torturent et génocident les Ouïghours qu'ils ne peuvent pas œuvrer, ne serait-ce que de manière déclamatoire et oratoire, à l'avènement de ce monde réellement juste et rationnel et démocratique, comme ils le prétendent depuis qu'ils ont commencé à se rapprocher des Russes. C'est même d'ailleurs dans la mesure où ils le proclament à la face du monde pour aider les Russes à baiser la gueule des Américains, qu'ils seront amenés peu à peu à cesser de violer les droits de l'homme et la dignité humaine dans leur propre pays. À force de le dire, si tu veux, ils vont finir par le faire. C'est aussi con que ça. C'est aussi con que ça. Alors qu'à l'inverse, si tu continues de les menacer, de les prendre pour des cons, de les prendre de haut en leur disant mais t'es qu'un barbare de Chinois de merde qui torture des innocents, on va te faire la guerre, connard. C'est pas comme ça que tu vas les faire arrêter en fait. Ça c'est même plutôt le meilleur moyen pour qu'ils continuent à faire du mal chez eux et puis qu'ils fassent tout pour te baiser ta gueule à toi à l'extérieur, mais de manière violente quoi. Alors que euh, si tu veux appliquer pour le coup l'idéal démocratique, chrétien, républicain dans le monde entier, bon déjà il faut commencer par appliquer nous-mêmes cet idéal et ces valeurs. Donc il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot chez nous pour appliquer, je sais pas, par exemple l'excellente constitution du 24 juin 1793, hein, 1793, qui me paraît pas mal, hein, qui mentionne explicitement la maxime chrétienne de ne pas faire aux autres ce que tu veux pas qu'ils te fassent. Voilà ce qu'est la grandeur de la France en fait aujourd'hui, hein, voilà ce qu'est le programme que nous avons à appliquer. Mais d'abord, chacun apparaît pour soi-même, chacun apparaît pour lui-même, et puis les proches en proches, de manière de plus en plus regroupée, puis collective, et ainsi de suite, jusque, j'ai compris, à l'échelle d'un peuple entier. Je veux dire, les Gilets jaunes ont largement intégré cette mission-là. Ils ont compris, ils l'ont montré. Le projet, le programme, il est là, quoi. Appliquer notre constitution et nos valeurs. Une fois que ça sera fait, on pourra commencer à dire aux autres, écoutez, non, ça craint ce que vous faites. Vous faites souffrir des gens sans raison, c'est quoi le but, c'est quoi le projet? C'est tout, tu le dis, tu te casses. Ça sert à rien d'insister à essayer de mettre les gens le nez dans leur merde comme ça, par la force de la contrainte, tu les humilies, tu les furorises, et tu ne fais que les pousser à la vengeance, et puis de manière légitime pour le coup. Encore une fois, voilà, ça s'appelle le libre arbitre. La vie privée dans les individus est sacrée, de même que la vie privée dans les pays est sacrée en fait. Aucun pays n'a le droit de venir voir un autre en disant arrête de faire ça, c'est dégueulasse. Même si tu sais que c'est dégueulasse et que ça te fait gerber, et que ton souhait le plus cher dans la vie c'est que ça s'arrête, tu ne peux pas le faire arrêter de cette manière-là. Cela ne peut venir que grâce et par un choix, une décision, une prise de conscience, libre et délibérée, de ceux qui sont en train de commettre des exactions qui te révulsent. Mais on ne peut pas tomber le piège de la révulsion et de la réaction primaire, gratuite, stupide, qui ne fait qu'entraîner du mal. C'est un cercle vicieux. Et c'est un cercle vertueux qu'il s'agit d'enclencher, et ça, tu ne peux l'enclencher que par l'exemplarité. En faisant ce que tu dis, et en disant ce que tu fais.
Voilà, ce que les Occidentaux n'ont jamais été capables de faire, et qui les ridiculisent et qui les décrédibilisent aux yeux du monde entier. Bon voilà, hein, je m'associe pas à cette honte, hein, parce qu'elle elle concerne les dirigeants, les vendus, les traîtres et les renégats. Mais enfin, nous, peuple, sommes plus ou moins associés et engagés dans ces trahisons et ces reniements. Et il va nous falloir, sinon les assumer, mais du moins les expliquer. Pour permettre d'en évacuer et d'en faire disparaître les conséquences les plus néfastes et les plus négatives, qui est que aux yeux du monde entier et aux yeux du ciel et de la postérité, nous sommes des larbins, nous sommes des chiens, nous sommes des assassins, et nous cautionnons et supportons des tortionnaires, des pédocriminels, des dégénérés, pervers, tarés, en faisant semblant de croire que c'est bien parce que quoi, on est trop lâche pour prendre position en public et leur dire d'arrêter leurs méfaits et de prier le ciel pour qu'ils soient enfin mis hors d'état de nuire. C'est à son échelle ce que Vladimir Poutine a commencé à faire. Voilà, c'est tout ce qu'on peut. Voilà, ça me paraît là. C'est un constat minimal. Donc voilà. Merci. Salut.